Voilà. Les cas simples ne doivent pas du tout aller dans les structures, dans les hôpitaux. Mais malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. Et dans l'imaginaire populaire collectif du Malien, c'est-à-dire quand vous prenez un peu la mentalité du Malien, et ceux-là qui sont au niveau des CESCOM, selon beaucoup de Maliens, ce sont en réalité des gens qui ne connaissent rien. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, parce que j'ai pu interroger des gens. Pour eux, quand c'est le CESCOM seulement, là-bas, c'est vraiment le personnel qui n'est pas à la hauteur. Donc, ils vont directement au niveau des hôpitaux. Or, quand vous faites une petite analyse, vous êtes au niveau des CESCOM. Le responsable du CESCOM, c'est que vous appelez les DTC, il est généralement au moins un médecin, en tout cas à Bamako. Voilà, au moins un médecin qui a son diplôme, même s'il est généraliste. Mais vous quittez, vous ne voulez pas aller au CESCOM, vous prenez directement votre enfant, vous dirigez à la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré. Et là-bas, au moins 80% de ceux-là qui sont là-bas sont des internes. Qui est mieux qualifié que qui? Par un interne au niveau de l'hôpital Gabriel Touré et quelqu'un qui a son doctorat au niveau du CESCOM. Voilà. Mais comme on le dit en Bambara, tous ceux-là qui portent des blousons, ceux-là, c'est des docteurs. Voilà. Donc, il ne peut pas comprendre ça. Vous partez à l'hôpital Gabriel Touré, à la pédiatrie. Normalement, la question des tri, ça ne doit pas trop se poser si on respectait la pyramide sanitaire. La notion des tri, le fait qu'il y a parfois même des cas simples, des enfants qui marchent en bonne et due forme, qui viennent à l'hôpital Gabriel Touré et qui sont souvent priorisés par rapport aux cas graves, clientélisme faisant. Et cette pratique aussi, le fait que la pyramide n'est pas respectée, bon, ça arrange tout le monde, hein, en réalité, et ça arrange en premier lieu les médecins, parce qu'il y a la question du clientélisme qui est là. Je peux donner rendez-vous à un malade ou à des malades au niveau de Gabriel Touré. Voilà, parce que chaque médecin a des clients. Voilà. Oui, j'appelle ça comme ça. Et parce que tu ne peux pas souvent les recevoir à la maison et je donne et quand un client vient, et généralement, tu ne vas pas accepter à ce qu'il passe toute la journée, même si c'est un cas simple, qui t'arrange à tout prix pour que ces clients-là partent rapidement. Voilà, c'est là où la question des tri n'est pas du tout respectée. La question du tri n'est pas du tout respectée. Parce qu'on doit trier par rapport à la gravité de la maladie. Mais malheureusement, il y a la question du clientélisme, il y a le pacte parents-amis connaissance. Voilà, nous sommes dans une société où cette pratique est beaucoup plus développée. Et les gens ne comprennent pas. Si tu ne fais pas, c'est une pression, c'est une contrainte qui est exercée même sur les médecins. Un parent vient, c'est un cas simple, il passe toute la journée, il ne va pas comprendre. Donc, le pacte parent-amis connaissance, c'est ce qui pose énormément de problèmes au niveau du respect de la pyramide. C'est l'analyse que moi j'ai pu faire un peu de la question des pyramides. Sinon, si on respectait la pyramide, on doit avoir beaucoup plus de monde au niveau du CESCOM. Et plus on évolue, plus on va vers le sommet, on doit avoir moins de personnes. Oui. Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Oui, oui. J'ai pu noter ça. En réalité, c'est un problème de communication parce que moi, je n'ai pas vu
un arsenal de communication mis en place par l'État pour vraiment communiquer concrètement avec les populations par rapport au respect. Parce que les gens ne sont même pas au courant de ça. Pouvons intervenir? Oui, il y a quelqu'un qui a la parole. Je l'écoute et je vous reviens. Je faisais prétendant le stage au l'hôpital d'investigation. J'étais au service pédiatrique. Le chef de service, il y avait un certain nombre de malades. S'il atteint ça, les autres là, ils ne font pas, ils ne font pas les urgences. Donc, ça veut dire que déjà, ce chef de service était conscient que ces malades ordinaires n'ont rien à voir avec l'urgence et le temps de la maladie. Donc, c'est un ordre, il faut ce nom à il prend le malade ordinaire et la carte des urgences. Bon, je pense qu'à ce niveau, quand même, il y a un problème de mobilisation. Il y a un Si tu le fais, donc les gens vont te voir comme si tu fais de la méchanceté parce qu'il y a une communication qui capte sur le c'est vrai. Voilà. C'est ça. L'État n'a pas en réalité communiqué autour de ça. Sinon, on aurait dû éviter quand même. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Professeur, oui. Oui. Voilà. Donc, voilà, je voulais intervenir là. Par rapport au non-respect de la pyramide sanitaire là. Oui. Vous savez que chacun de nous, ça a sa part de responsabilité. Oui. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, il y a la démission. C'est-à-dire que des acteurs locaux, c'est-à-dire que pratiquement les élus. Quand vous prenez par exemple les ASACO. Oui. Au sein des ASACO, chaque village, c'est-à-dire qu'il est représenté. Oui. Maintenant, le rôle et responsabilité de tous et chacun, c'est de sensibiliser, communiquer auprès de la population pour que le système soit bien, en tout cas, fréquenté et alimenté. Oui. Mais le problème est que ces gens-là sont là, assis, c'est-à-dire que juste l'œil sur, en tout cas, la gestion financière, c'est-à-dire que des ASACO. Voilà. Maintenant, vous pouvez imaginer que... Ça même leur rôle. Voilà. C'est de sensibiliser la population, de les expliquer, c'est-à-dire que la pyramide sanitaire. Oui. Imaginez-vous que des simples pansements, des pleurs de gestion, les gens quittent les CESCOM, dépassent les CESCOM pour aller en tout cas vers les CCRF ou les hôpitaux. Oui. Quelque part aussi, il y a, c'est-à-dire que les patients sont les clients, ont leur raison. Oui. Imaginez-vous qu'au niveau des pharmacies, des DV, c'est comme que des fois, par mauvaise gestion, qu'il n'y a même pas de simple sirop d'amoxicilline. Oui, il y a cet aspect. Les patients partent en rupture. Par mauvaise gestion. Il y a cet aspect, oui. Il y a cet aspect dont les gens sont obligés d'aller. C'est-à-dire que vers, en tout cas, les structures où, en tout cas, leurs besoins seront, en tout cas, satisfaits. C'est clair. Voilà. Donc, maintenant, il y a là aussi qu'on ne peut pas chasser un malade. Il est libre d'aller se faire traiter là où il veut. Oui, c'est vrai. Il y a les tests qui sont là. C'est un peu compliqué. On est entre le marteau et l'enclume. Allô, professeur. Ok, c'est compris. Merci pour la contribution. Ok. Oui. Je peux aller? Oui, allez-y. Je suis content d'entendre la voix de Ablaye Traoré. Je l'ai reconnu. Je sais que c'est mon chef hiérarchique parce que moi, je suis dans un CESCOM, lui, il est dans un district sanitaire. Voilà. Je voulais réagir par rapport à tout. Je voulais faire un ramassé par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, par rapport à la référence évacuation. C'est-à-dire, l'État fait des textes. Oui. L'État révise les textes sans les écrire. Quand vous regardez dans les textes actuels, nous avons la référence évacuation. La première référence, c'est du CESCOM au district sanitaire. Ça, c'est dans les écrits. Mais en réalité, actuellement, les choses ont évolué. La première référence, c'est du village. C'est dans la communauté au CESCOM. Donc, ça, c'est la première référence. Les relais. Les relais, c'est-à-dire, il y a une organisation, un système de référence évacuation qui évacue d'abord le malade à partir de sa famille. Oui. Au CESCOM. J'ai pu contacter ça, oui. Voilà, ça constitue actuellement, ce système-là est mis en place, même si ça ne marche pas.
Donc, vous voyez que dans les textes, nous restons que la première référence est toujours du CESCOM au district, mais en réalité, dans la ce que vous venez de dire, je l'ai constaté au niveau de l'Assarosab. Allô? Oui, nous qui sommes là, c'est comme ça. Maintenant, l'autre aspect, mon collègue a abordé, c'est-à-dire quand les malades vont se traiter, les plus simples doivent être dans les CESCOM. Moi, je suis dans un CESCOM, je suis un médecin. J'ai passé tout mon temps dans les CESCOM. Actuellement, je suis dans les CESCOM. Vous voyez, l'État élabore des textes et leur contraire. Vous dites que le système sanitaire malien, les cas simples sont traités au CESCOM. Et plus il y a des difficultés, on va vers la référence, vers la hiérarchie district, région, nationale. Mais vous élaborez encore un acte pour dire que le patient a le droit de choisir et la structure et la personne pour se faire soigner. Vous voyez que c'est les désordres. Oui, c'est ce que quelqu'un a signalé ici. Oui, c'est Ablaye Traoré. Ça, c'est un peu le désordre. Ah oui, Ablaye, oui. Et quand vous regardez encore, vous êtes à Bamako, nous sommes à Djenné ici. Nous avons, je suis dans le district de Djenné, nous avons, Ablaye ici, il a intervenu, nous avons 23 CESCOM. Mais il y a 3 CESCOM qui ont des médecins. 3 CESCOM. Et je vous jure qu'il y a des CESCOM qui sont tenus par des aides-soignants et qui ont des difficultés à écrire leur nom. Je vous en prie. Il entend ma voix, c'est mon chef. Il y a des CESCOM qui sont détenus par des aides-soignants encore, alors qu'on parle de médicalisation. Il entend ma voix, il peut le confirmer. Vous voyez? Donc, vraiment, à ce moment, moi, je me suis isolé pour pouvoir prendre ce cours-là. Et je vous jure que souvent, quand je vais en formation le matin, je trouve encore le soir les patients qui sont en rang pour m'attendre. Parce qu'ils vont se dire qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas la qualité. Hein. Les personnels qualifiés sont mal répartis, la répartition. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à moins un docteur, là, ça c'est à Bamako. Hein. Chez nous, là, c'est encore compliqué. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser les autres aussi réagir par rapport à tout ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la contribution. Merci bien. Allô, professeur. Bonjour. Oui, allô. Ça fait longtemps. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est Dr Kounechek. Ok. Voilà. Allez-y. Moi je pense que le système est bien organisé, mais c'est surtout l'approche. Dans les textes, hein? Oui, dans les textes et surtout l'approche communautaire. C'est l'approche communautaire qui ne marche pas et qui n'a pas marché. Parce que réellement, pour mettre en place un système, que ce soit même les ASAGO, moi je pense qu'on doit même revoir la chose. Parce que les premiers échelons maintenant, c'est les sites ASC. Parce qu'on a commencé les sites ASC, on est en train même de les formaliser actuellement. Donc, normalement, depuis ça vient de la communauté au CESCOM, c'est ça? Voilà. Non, pas dans la communauté d'abord. Il y a normalement ce qu'on appelle les sites ASC, les agents de santé communautaires, qu'on est en train d'implémenter et qui a beaucoup avancé. Je ne sais pas beaucoup le nord, mais le sud, surtout à Sikasso, vraiment, au moins, il y a les gros villages détiennent ce qu'on appelle les sites ASC, où ça, c'est le premier contact du malade. Maintenant, du site ASC, on a les CESCOM. Mais tout ça, si j'analyse de façon globale avec la petite expérience que j'ai, c'est surtout l'approche communautaire qui n'a pas marché. Que ce soit à Bamako ou au nord, c'est l'approche communautaire qui n'a pas marché. C'est là que les gens sautent soit les villages pour aller jusqu'au CCRF. Donc, ça revient à la question de sensibilisation, c'est ça? Voilà, de sensibilisation. Parce que pour mettre en place soit un site ASC ou bien un CESCOM, il faut s'approcher des villageois, expliquer, comprendre et réellement qu'est-ce qu'ils attendent même des soins de santé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'offre de services. L'offre de services, Voilà. En réalité, quand on regarde nos CESCOM aujourd'hui, l'offre ne répond pas à la demande. Je m'explique. Par exemple, si on doit médicaliser les CESCOM, il faut mettre les moyens au niveau des CESCOM. C'est-à-dire quand il y a un CESCOM qui a un médecin ou bien un technicien supérieur, il faut mettre en place les labos, il faut mettre en place l'échographie.
Ah oui, oui, l'échographie, voilà, oui. L'échographie et le labo. Si tu dis à une femme enceinte d'aller faire ses bilans prénatal jusqu'au CCRF, il va de soi, quand il va partir au CCRF, il va regarder, il va dire que le plateau technique répond à ses attentes. Concrètement, il va se dire chaque fois. Alors que si on arrive à mettre les paquets minimum au niveau des CESCOM, généralement, pourquoi ils vont aller faire la queue au niveau des CCRF pour ces bilans-là? Donc moi, je pense qu'il faut réviser les plateaux techniques. En révisant les plateaux techniques, on va carrément répondre aux besoins de la population. Je vous remercie. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup. Merci, merci vraiment. Bon, moi, je constate que c'est vrai, il y a... excusez, je voulais ajouter quelque chose. Je vous reviens. C'est vrai que l'État, il y a une certaine centralisation au niveau des structures, au niveau des hôpitaux, mais je crois que l'État aussi a tendance à délaisser carrément les CESCOM. Voilà. Et ça répond, ça correspond un peu à cet adage qui dit Moussa taille comme moi, mais ni comme Bora, Moussa veut Boulgado. C'est-à-dire, le fétiche appartient à Moussa, mais quand le fétiche apparaît, Moussa fuit. Voilà. En principe, c'est vrai, on est dans la décentralisation, mais l'État s'est aussi trop désengagé. Les CESCOM souffrent. Pourtant, le tout appartient à l'État. Mais quand vous amenez vos problèmes au niveau de l'État, l'État vous fuit pratiquement. Voilà. Donc, il y a cet aspect. Oui, je vous écoute. Monsieur? Oui, c'est Togo. Pardon? J'ai dit que c'est Togo. Oui, oui. Bonjour. En fait, comme je voulais donner un peu sur le dysfonctionnement, mais bon, là, c'est déjà suffisamment illustré. Comme on est en sociologie, donc j'ajoute un tout petit peu à la considération sociale des prestations au niveau des CESCOM et plus précisément au niveau des produits qu'on donne aux patients. Oui. Donc, il fut un moment donné, bon, j'ai supervisé beaucoup de CESCOM, jusqu'à 43 comme ça. Lorsque les ONG sont venus, on a fait un peu de sondage. Il se trouve que et souvent, les malades disent que bon, on donne les mêmes couleurs, les mêmes types de produits dans les sachets pour tout le monde, enfants, adultes, femmes. C'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la perception. Voilà, donc maintenant, nous, on était obligés quand même d'expliquer le contenu. Ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la dimension, ce n'est pas le nombre, mais il y a quelque chose dans ça et les médecins font la différence avec leurs noms. Alors que les noms sont difficiles pour les populations de retenir. Et ils font la différence avec la variance des couleurs des sirops ou des comprimés. Des couleurs. Voilà, donc il y a aussi cet aspect, mais quand on parle au niveau supérieur, voilà, et on voit que dans les districts ou dans les grandes villes, on prescrit des spécialités qui sont joliment emballées avec des différences de couleurs, même si c'est le même réactif qui est dedans, ils ont plusieurs noms. Le malade revient, on échange des molécules, le nom des produits, mais c'est le même réactif qui est dedans. Voilà un peu cette considération qui différencie le milieu communautaire, c'est comme par rapport en ville, les districts ou les chercheurs. Merci. Effectivement, la question des perceptions, c'est très catastrophique. Et notamment la perception par rapport aux médicaments DCI, c'est ça, non? Affirmatif. Voilà, les médicaments DCI, et parce que les gens pensent à majorité que ce sont des produits inefficaces. Voilà, du point de vue perception, je pense que c'est des produits inefficaces qu'on donne aux gens. Donc, il faut aller faire des produits efficaces qui se trouvent au niveau supérieur. Voilà, donc
S'il n'y a pas de réaction, on peut aborder la politique de... Allô? Oui. Oui, allez-y. Moi, je trouve que par rapport à l'application de ce texte, c'est pas l'État qui a élaboré ce texte, mais l'application, c'est qui? C'est les agents de santé qui appartiennent à l'État. Oui. Donc, et si ces agents de santé ne veulent pas appliquer, comme vous l'avez dit un moment donné, là, avec la doctrine PAC, oui, reconnaissance, oui. Donc, tant qu'on est en train de les appliquer, on ne peut pas comment appliquer ce que l'État nous demande d'appliquer. Est-ce que ça sera le cas? Non, non. Sinon, de quelle façon il a parlé du cas de Sikassou. C'est que les médecins pédiatres présents. Est-ce que réellement, à tous les niveaux, si les uns et les autres se mettaient à appliquer comme ça, à faire cette pratique, est-ce que réellement, ça ne va pas quand même du coup sensibiliser la population? Voilà. Parce que moi, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, la situation arrange tout le monde. Voilà. Ça arrange les médecins, les usagers et même les administrateurs des fois. Voilà. Voilà, parce que et que Bamako soit gardé, imaginez tous les CSCOM de Bamako, au minimum, on a 4 CSCOM. Sinon, c'est 5 à 6 CSCOM. Je ne parle pas de Yirimadio et puis Bantoni qui pratiquement ils ont une vingtaine de CSCOM. Donc, mais il y a de ces districts, l'ensemble nécessaire et puis l'ensemble des CSCOM associés, on a que des 4 CSCOM et même à Ténébou avec 2 CSCOM pour l'ensemble des districts. Et ces 2 CSCOM opèrent au niveau du système. Imaginez. Et pourtant, Bamako est gardé parce que l'État ne veut pas aussi prendre ses responsabilités. Oui, c'est ça. Et même la dernière fonction publique. Donc, moi, je connais au minimum une vingtaine, voire même une trentaine de médecins qui devraient aller vers ces districts-là qui ont cherché à rester. Voilà, ils sont là. Oui. Mais là-bas. On verra ça effectivement, la question des répartitions des ressources humaines sur les territoires. Vous allez voir que vraiment, ça, c'est l'un des problèmes. Et je voulais ajouter un autre aspect. Il y a à Bamako, même à Bamako, la question d'évacuation se pose. Évacuer. Moi, j'étais à l'Assabosab 1. Et cette structure a des difficultés, par exemple, à faire évacuer ces malades à temps. Parce que la structure se sert de l'ambulance du CCRF. Voilà. Donc, moi, j'avais dit à l'époque qu'un seul oiseau ne saurait servir de jouet pour deux enfants. C'est-à-dire en Bambara, qu'on a une qualité d'emsenu flanée. Et surtout si on est en situation d'urgence. En situation d'urgence, et vraiment un CESCOM, un CCRF, on ne peut pas se servir d'une seule ambulance, à mon avis. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Oui, je viens de prendre le train en marche. Bonjour, la classe. Ah, bonjour, la classe. Oui. Allez-y. Non, mais merci, c'est un bonjour. Je viens de me connecter. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous voulez poser une question? Non, non, pas pour le moment. Ok, il n'y a pas de problème. Bien. Voilà. Donc, on continue. Bonjour, professeur. Bonjour. Moi aussi, j'ai pris le train en marche. Est-ce que je peux connaître le titre de la leçon? C'est la présentation du système de santé malien. Ok, ok. On était sur la présentation du système, un système de santé sous une forme pyramidale. On était les pyramides. D'abord l'organisation institutionnelle, ensuite l'organisation des soins. Maintenant, on veut aborder la politique de distribution des médicaments. Ok, ok. Merci. Voilà, voilà, merci bien. Professeur? Oui? Je dis avant j'avais juste une petite contribution. Oui, allez-y. Voilà, par rapport au nombre de CESCOM en 2018. On avait 1368. 300? 1368 en 2018. Ah, le nombre de CESCOM?
Le nombre de CESCOM, voilà. Donc, vous avez les données de 2012. 1368. C'est pourquoi j'ai dit que moi, mes données ne sont pas actualisées. « 368, ce n'est pas plus que ça? En 2018, quoi. 2018. 2018. Voilà, 1368. Mais là, ça va être réduit dans ces cas. C'est pas 3000? 368. Ah, 1300. Voilà, 1368. Voilà, je vois maintenant. OK. 1368. OK, OK. Voilà, moi j'ai des données vraiment un peu dépassées. Voilà. Maintenant, ça, par rapport en 2018, oui. Maintenant, par rapport au CCRF, en 2017, on était à 86 CCRF. 86 en 2017. En 86, ça c'est quelle année? Ça c'est en 2017. 2017. OK. Voilà. 2017. Voilà, donc 58. Donc 58 avec les personnels qualifiés et même spécialisés. OK. Mais 28 n'avaient pas les personnels suffisamment qualifiés. OK. Et pas de spécialistes également. Ça, c'était en 2017, quoi. OK. Voilà. Maintenant, si merci pour cette contribution en détail, parce que moi, je n'ai pas les données récentes. OK. Vous savez, souvent pour avoir des données là, c'est tellement compliqué. On te fait tourner, tu dois faire des demandes de stage. C'est trop compliqué des fois. Okay. Merci bien. Et pour faire mes enquêtes, j'avais le statut de stagiaire parce que je n'arrivais pas à accéder à certaines données. Voilà, donc merci beaucoup, monsieur. On va voir la politique de distribution des médicaments. Le Mali a adopté en 1998 une politique pharmaceutique. Et le système d'approvisionnement, un système d'approvisionnement a été mis en place à travers un schéma. Ce schéma, on l'appelle schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels. Voilà les sigles. Donc, ce schéma décrit les mesures pratiques et fonctionnelles devant permettre la mise en œuvre du volet approvisionnement en médicaments essentiels de la politique de santé. Et de manière générale, l'approvisionnement est assuré de la façon suivante. Comment les structures sont approvisionnées. Il y a l'importation. D'abord, au-delà du Mali, quand l'État va à la recherche de produits pharmaceutiques, c'est toujours assuré par la pharmacie populaire du Mali. C'est cette pharmacie populaire qui représente l'État au niveau, à un autre niveau. C'est la pharmacie populaire qui assure l'importation. Et l'approvisionnement des régions est assuré par les départements. C'est assuré par les départements. Les hôpitaux régionaux, leur approvisionnement, ce sont les départements régionaux de la pharmacie populaire du Mali qui assurent ça. Maintenant, au niveau du district sanitaire et des SISCOM, l'approvisionnement, c'est au niveau des DRC, dépôts répartiteurs de cercles. Les dépôts répartiteurs de cercles. Voilà. Donc, pharmacie populaire du Mali, au niveau central, les démembrements de la pharmacie populaire du Mali au niveau région, les dépôts répartiteurs de cercles au niveau SESCOM et au niveau district sanitaire. Maintenant, par rapport au contrôle de qualité des médicaments, ce contrôle se fait à différents niveaux. Quand la PPM va
à la recherche de nos produits à l'extérieur, il y a un bureau qu'on appelle BIVAC. C'est une filiale d'un bureau international de contrôle de qualité des médicaments qui assure cette tâche. Donc, la qualité est contrôlée d'abord avant que ça n'entre au Mali. Ensuite, au niveau national, quand les médicaments sont déjà là, il y a le laboratoire national de santé qui va s'occuper du contrôle des médicaments. Mais au niveau local, ce sont des supervisions. Le contrôle de qualité se fait sous forme de supervision. Bon, je crois qu'il y a un détail. En 2010, avec l'appui du PMAI, le laboratoire national de santé a équipé toutes les régions d'un kit mini laboratoire de contrôle de qualité. Les échantillons sont ainsi analysés au niveau régional et des tests de confirmation réalisés au niveau du laboratoire à Bamako. Voilà. À ce niveau également, au niveau du contrôle de qualité, je vais réagir, je vais faire quelques analyses aussi. Et les textes sont là, tout est bien dit également. Malheureusement, il y a des pratiques autour de ça. Et si on prend la qualité des médicaments, pourtant on a dit qu'il y a un contrôle de qualité à tous les niveaux. Mais si on prend la qualité des médicaments, vous partez dans certaines pharmacies à Bamako, il y a certaines pharmacies, du moins, se ravitaillent à partir du marché noir, entre guillemets. Moi, j'en connais, à partir du marché noir. Donc, ce sont des pharmacies en réalité qui échappent à la pharmacie populaire du Mali. Donc, ils vont, il y a un coin à Sabalibourou, oui, à Dabanani, il y a un autre coin à Bozola. J'ai été observé. Et là-bas, malheureusement, c'est comme des pharmacies, les gens amènent même des ordonnances. Oui, les gens amènent des ordonnances. Et beaucoup de pharmacies de Bamako se ravitaillent à partir de ces marchés noirs et mettent ces produits-là dans leurs pharmacies et les vendent aux populations. Maintenant, la question qui se pose, c'est le conditionnement. Est-ce que le conditionnement de ces médicaments-là est maîtrisé? Comment ces gens-là ont fait, puisqu'ils ne sont pas des spécialistes, comment est-ce qu'ils ont fait pour garder ces médicaments aussi longtemps ou pour les importer? Et les gens de la pharmacie vont les prendre comme ça et mettre dans leur pharmacie. Mais ça pose énormément un problème de santé. C'est un problème énorme de santé publique. Voilà. Malheureusement, l'État est au courant. Parce que les policiers ont toujours pris ces gens-là en flagrant délit. Et même s'ils ont 1 million, ils donnent aux policiers. Et puis l'affaire est arrangée. Chacun va à ses occupations. Moi-même, j'ai accompagné un ami. Je voulais voir des visites. J'ai accompagné un ami à Sabalibourou. Et on avait été recommandé, parce qu'ils sont très prudents dans cette affaire. Si tu n'es pas recommandé, souvent c'est compliqué. On avait été recommandé. Et l'ami, on est parti, il s'est présenté. C'est dans une ruelle. Il s'est présenté et puis on voulait avoir des tests de grossesse. Ça se vend là-bas à 200 francs. Mais quand vous partez ailleurs, c'est 2000, 3000. Vous voyez un peu. Les tests là, c'est 200 francs. Non, un seul. Voilà. Voilà. Et les gens, les boss même vont là-bas, malheureusement. C'est ce qui est vraiment, quand j'ai vu ça, je dis que vraiment, on n'est pas dans un état. On n'est pas du tout dans un état. Et vous voyez, et parallèlement à ça, qu'est-ce que l'État a fait du point de vue contrôle de qualité des médicaments? Qu'est-ce que l'État a fait pour empêcher les pharmacies par terre de prospérer?
Rien. Et nous avons au plan aphrodisiaque, Brebla. On a Negede. Brebla, c'est pour faire allusion au vieux qui a du bâton. S'il prend ça seulement, il laisse son bâton. C'est une forme, c'est un peu imagé. Brebla, Negede. Qu'est-ce que l'État a fait pour empêcher la vente des photokénies? C'est à la limite une drogue. Ça te rend fou, à la limite photokénie. Voilà. Et l'essentiel, quand vous regardez un peu, les problèmes cardiaques peuvent être dus à la prise de ces médicaments. Voilà. Ceux-là qui prennent des aphrodisiaques, ça peut ne pas rimer avec le fonctionnement du cœur. Voilà. Donc, c'est vraiment un problème très, très sérieux. Des pharmacies, l'État même est au courant, des pharmacies qui sont ravitaillées, pas officiellement, mais officieusement. Et parallèlement, il y a des médicaments, ce qu'on appelle la pharmacie par terre. Et là aussi, je connais même des travailleurs de l'IMPP. Et un travailleur de l'IMPP ravitaille. C'est pharmacie par terre en aspirine du Mali. Voilà, l'aspirine du Mali. Il ramène ça de l'usine, il ravitaille ces gens-là. Pourtant, on a dit que la fabrication a repris, même si la production n'est pas aussi que ça. La fabrication, ils ont repris la fabrication de ces produits. Il faut voir ça. L'État est au courant de tout ça. Mais malheureusement, au Mali, le problème est que ça arrange aussi tout le monde. Parce que c'est moins cher. Les malades jouent le jeu. C'est un jeu qui est là. C'est souvent un complot contre les malades, mais les malades aussi jouent le jeu par ignorance. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de se voir guérir. Mais nous, notre guérison, ça dépend aussi de la perception que les uns et les autres ont du mot guérison. Chez nous, guérir, c'est enlever carrément et rapidement la douleur. Mais est-ce qu'on a pensé aux conséquences? On peut rapidement enlever la douleur, mais dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet après? Nous, on n'a jamais pensé à ça. Il y a... Allô, professeur? Oui. Oui, on peut oui, il y a quelqu'un qui veut... Je vous reviens. Je vais prendre une première personne ici. Oui. de contrôle qualité selon le plan d'approvisionnement de la PPR. Moi, j'aimerais que vous nous parliez par rapport au processus. La plupart des pays ont des informations qui ont des processus qui traitent directement avec les pharmacies. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'il y a aussi, selon leur schéma, il y a aussi un système de contrôle de qualité, évidemment avant la conférence de la pharmacie. Ça, c'est le point second. J'aimerais comprendre que est-ce que le fait que les CSCOM et même les pharmacies, les dépôts aussi, le fait qu'ils vont vers le marché noir, est-ce que cela n'est pas dû en partie à la fréquence d'approvisionnement du PPR? Parce qu'il n'est pas rare que les produits comme en panne. Donc, souvent, la plupart du temps, les médicaments dont on a besoin sont en rupture. Est-ce que la fréquence de ça n'est pas aussi, ne favorise pas que les gens se tournent un peu vers le marché, d'autant plus que les marchés ne sont pas la même chose.
Oui, ça, c'est des questions pertinentes. Les grossistes, généralement, se ravitaillent auprès de la pharmacie populaire du Mali. Donc, on suppose que les médicaments sont contrôlés au plan international et avant son importation. On suppose normalement, s'ils suivent la règle, normalement, il ne doit pas avoir de problème de qualité chez eux, les grossistes là. Parce que l'État est informé en réalité de ce qu'ils font. Bon, maintenant, ce qu'ils font parallèlement, ça, ce n'est pas du tout... Les textes n'ont jamais dit ça. Voilà. Le principe, c'est ça. Du point de vue qualité, en tout cas, théoriquement, ça va. Théoriquement. Mais il y a des pratiques. Bon, la panne de la PPM. Oui, c'est possible, même la gratuité. Il y a beaucoup de ruptures. Beaucoup de ruptures de médicaments par rapport à la prise en charge du Padi, par exemple. Mais ça aussi, ça a une explication. Ça a une explication parce que normalement, avant que les pharmacies ne soient ravitaillées en produits gratuits, on fait ce qu'on appelle la planification. C'est en fonction de la planification que les structures de santé sont servies. Et normalement, ils ont un calcul pour ça. J'ai demandé quelqu'un au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. Ils ont un calcul pour ça. Normalement, ça doit suffire. Mais il y a des pratiques qui font que il y a toujours une rupture. Pour avoir les produits gratuits, on dit au Gabriel Touré, par exemple, il faut avoir le cachet d'un CS. Quand un CS met son cachet sur l'ordonnance IB, vous avez accès aux produits gratuits. Donc, il y a certains médecins qui viennent, ils ont leur pharmacie à la maison, ils vont prescrire des médicaments gratuits, Quartem dispersible, Quartem pour adultes, ils vont écrire dans le cadre de la gratuité. Ayant déjà un lien avec les CS du jour, ils vont dire, ah, Daouda, prête-moi le cachet, ils mettent les cachets, ils vont à la pharmacie, ils vont récupérer les médicaments pour les stocker dans leur pharmacie personnelle ou pour les vendre. Moi, j'ai pu observer ces pratiques-là. Maintenant, une planification est là. Ces pratiques sont là. J'ai même vu des gens en train de négocier l'âge de certains enfants pour qu'ils puissent entrer dans le cadre de la gratuité. On a même négocié l'âge d'un enfant de 11 ans. Oui. Négocier l'âge d'un enfant pour qu'il puisse bénéficier de la gratuité. Donc, tout ça, ça peut jouer. Nos comportements font que, parce que l'État fonctionne sur la base de planification. Maintenant, si c'est planifié, s'il y a des pratiques, il peut y avoir forcément rupture. Ce sont ces pratiques-là qui font généralement qu'il y a rupture à tous les niveaux. Professeur? Oui? Voilà. J'avais demandé la parole avant. Au cas de rupture, oui, avant. Le premier, celui qui voulait parler en première position. Je vais le prendre. Ensuite, vous. Voilà. Oui, allez-y. Ok, voilà. J'avais une question et des contributions. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Dr Kone Cheikh Tidiane. Ok. Voilà. Donc, je disais, j'avais des contributions et puis une question. La première question, c'est par rapport au rôle et responsabilité du DPM. Rôle et responsabilité du DPM. Vous avez parlé de LNS, mais il y a aussi les DPM, la direction de la pharmacie et des médicaments. La responsabilité de la PPM. Non, DPM. Ah, ok, DPM. Oui, c'est dans la même cour que la LNS. Oui. Voilà. Donc, et ils sont chargés du contrôle qualité, que ce soit les grossistes qui importent les médicaments au niveau national. Oui. Donc, et aussi la supervision du contrôle qualité.
Voilà, au niveau la DPM fait la supervision de contrôle qualité. Voilà. Maintenant, voilà. Ça, c'est une petite contribution, comme je n'ai pas vu dans les présentations. Voilà, c'est vrai. Pensez-y. Maintenant, donc, par rapport à d'abord au PPM, les importations assurées par les PPM. Aujourd'hui, les PPM n'arrivent pas à satisfaire à notre système de santé. Parce que nous, en tant qu'ONG, comme je vous lis dans les ONG d'urgence, quand nous prenons notre budget, 60% du budget est consacré aux médicaments. Donc, nous avons essayé de mener une petite enquête auprès au Mali ici, parce que nous avons exigé aux bailleurs, parce que généralement, quand on demande les médicaments, ça vient généralement au milieu ou bien à la fin du projet, parce que c'est des commandes internationales. Donc, on a essayé de mener notre petite enquête auprès du PPM. La PPM n'arrive pas concrètement à nous donner des documents clairs par rapport à la qualité des médicaments qu'ils ont. Surtout, c'est les solutions. Ah, n'est-ce pas, hein? Oui, parce que concrètement... Théoriquement, c'est ce qui est dit, quoi. Ils vont dire que vraiment la qualité est là, il y a un contrôle au niveau. Voilà. Mais c'est vraiment à analyser. Voilà, parce que notre rôle, les bailleurs nous avaient dit clairement, si jamais on achète les médicaments au Mali, et si jamais il y a un problème de pharmacovigilance, c'est à l'ONG qui va assurer les responsabilités. Donc, on a mené notre enquête, on a vu concrètement qu'il n'y a pas de structure au Mali qui peut nous donner des médicaments avec l'assurance contrôle qualité. Ça, c'est à la tête. Là, c'est vraiment terrible. Donc, ça veut dire que réellement, les textes sont là, mais en ce qui concerne l'application des textes, c'est vraiment caduc. Oui. Voilà. Les textes sont là, mais ce n'est vraiment pas bien appliqué. Maintenant, en ce qui concerne les pharmacies par terre, ils ont des liens plus, forts plus que les agents de santé. Par exemple, moi, quand j'étais au CCRF de Nounou, il y avait quelqu'un qui étalait les médicaments en plein soleil. En ville, tout le monde le connaissait. Mais les gens partaient se ravitailler. Bien sûr, que ce soit les agents de santé et même certaines pharmacies ou bien certains dépôts de médicaments. Donc, on a engagé des poursuites contre la personne du jour au lendemain. En 24 heures seulement, il a ramassé ses histoires et le lendemain, il a fait sortir encore. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, malheureusement, le problème est que ceux-là qui doivent lutter contre le phénomène, ce sont ces gens même qui sont à base. Qui font ces pratiques. C'est ça le problème, parce que la douane est impliquée normalement. Donc, est-ce que réellement la douane assure son rôle et responsabilité de contrôle des médicaments et des stupéfiants? Ça, moi, j'en doute, parce qu'ils ne font que donner de l'argent à différents niveaux et ça passe. Donc, ça, la douane est impliquée. Oui. La douane est impliquée par rapport... Tant qu'il y a des médicaments par terre, normalement... Des mots à cela? Allô? Oui, je vous écoute. On peut ajouter des mots à cela? Et lui, il n'a pas fini. Je voudrais terminer par la gratuité pour ne pas monopoliser la parole. Par rapport aux médicaments de la gratuité, surtout les antipaludéens. Et la semaine dernière, tout près, on a eu une réunion avec la PPM et on a même invité, comment dirais-je, les gens de la LNS. Concrètement, ils ont dit que la demande qu'ils ont faite n'a pas été satisfaite au niveau international. Et aussi, ils se basent sur les prévalences pour faire les estimations des besoins. Alors que, si réellement, que ce soit, on se base sur la commande, la consommation moyenne mensuelle des CESCOM pour faire l'évaluation des besoins, on n'allait pas tomber en rupture. Parce que concrètement, ça a différents niveaux. D'abord, au niveau CESCOM, il n'y a pas de personnel qualifié dans les dépôts pour faire au moins les rapports de la consommation moyenne des médicaments. Si réellement il y a ces problèmes. On m'avait dit ça. On dit que les
informations, les gens n'arrivent pas à faire remonter les informations. Voilà. Si par rapport à la réellement planification. ils font bien comment dire, cette estimation, au niveau du district qu'on estime bien, au niveau région qu'on estime bien, on n'allait pas tomber en rupture. Ça, c'est un. Maintenant, deux, par rapport au suivi, voilà, au suivi et aux sanctions par rapport à l'utilisation abusive de ces médicaments de la gratuité. Ces médicaments de la gratuité ne sont pas bien suivis. Ne sont pas? Voilà. Ils ne sont pas bien suivis. Oui. Voilà. Parce que ça sort seulement. C'est ce qui explique beaucoup les pratiques autour de ça. C'est clair. Donc, en réalité, si on arrive à bien recadrer ça, on ne va jamais tomber en rupture. Oui. Voilà. Donc, ce sont vous confirmez que ce sont les pratiques aussi qui engendrent ça? Oui, tant qu'il n'y a pas de... Voilà, tant qu'il n'y a pas de contrôle, généralement, les gens font des pratiques abusives. Voilà. Non, c'est clair. Oui? Vous avez terminé? Professeur? Oui, j'ai terminé, merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour la contribution. Oui. Professeur, Monsieur, je suis à vous. Voilà. Oui. Maintenant, moi, je pense que les histoires de retire là sont dues à deux facteurs. Hein. Les cas de retire là. La rupture, oui. Deux facteurs. Les produits palidiens ou autres là, en tout cas, en général, les ruptures. Oui. Deux facteurs, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la population. Au Mali, personne ne peut vous dire aujourd'hui la population, c'est-à-dire que du Mali a été. L'autre vont te dire 20 millions. La population. 18 millions. Oui. Les nombres de population. Un recensement, c'est-à-dire que quel est net de cette population-là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que par endroit, vous verrez des populations surestimées ou sous-estimées. Oui. Mais par rapport à la planification, quoi. Oui, je vois. Par rapport à la planification, c'est-à-dire on a vraiment pas une idée du nombre total des Maliens, c'est ça? Ça, c'est dans tous les programmes. Les gens se font une idée comme ça, voilà, les tels pourcents de la population, les tels pourcents de la population, alors qu'en réalité, par endroit, vous trouverez que la population, dans la pratique, la population est sous-estimée ou surestimée. Oui, par endroit, oui. En plus de ce que vous avez dit, par rapport à la gestion aussi, c'est les dégâts. La mauvaise gestion et puis, en tout cas, les problèmes de population. La population. Voilà. Maintenant, et pour finir, je suis satisfait que vous touchez, en tout cas, les versats par rapport au schéma d'approvisionnement des médicaments. C'est-à-dire que ces versats, les deux s'approvisionnent quoi? C'est-à-dire que les marchés noirs approvisionnent l'autre aussi approvisionne les marchés noirs. Imaginez-vous un peu que les sollicités, dans ce point-là, c'est que les sollicités là, que ce soit les RNGR, les SAL, les 10%, les 5%, des fois que nos sollicités sont à rupture et au même moment, les marchés noirs sont pleins de sollicités. Hein? Oui. Et quand vous... C'est clair. C'est les dates, c'est vos dates de péremption, les mêmes numéros de lots qui étaient dans les structures, qui se retrouvent au niveau des marchés noirs. Absolument. Les aspirines, les gants, même les antiparus. Oui, il y a une interaction, une interdépendance même entre les marchés noirs et les marchés officiels. Voilà, même les gants, les simples gants, des fois, nous surtout tombent en rupture. Maintenant, les gens, ils se ravitaillent, c'est-à-dire qu'au niveau des marchés noirs, des simples gants, donc pour dire que le système est tellement défaillant que, en tout cas, moi, je suis pessimiste que vraiment qu'on parvienne vraiment à résoudre ce problème, quoi. Non, le système, c'est très défaillant. Sur les papiers, les textes sont bien élaborés, très bien même, mais malheureusement, dans la pratique, c'est autre chose. C'est ça. Merci bien. Merci. Alors, voilà, merci pour la contribution. Il y a quelqu'un ici. Je vais le prendre, je vous reviens. D'accord. Excusez. Oui. Merci. J'aimerais réagir par rapport à deux points. Le premier point, c'est par rapport aux normes de qualité. Je pense en 2019, il y a
La question de qualité. Ouais. Mais c'est le monde Belgique qui avait évalué un certain nombre de structures qui interviennent dans l'approvisionnement avec eux. Oui. Et qu'au Mali actuellement, je pense que la PPM faisait partie des structures évaluées. Et même la PPM ne répond pas au nombre d'assurances qualité en matière de médicaments. À ce qui concerne les sources d'approvisionnement, l'évaluation prend en compte les sources d'approvisionnement. Les sources, oui. Et aussi les conditions de stockage. Donc, au Mali, il n'y a aucune structure, parmi les structures qui interviennent dans l'approvisionnement en médicaments, il n'y a aucune structure qui respecte les normes d'assurance qualité, suivant les normes internationales. Oui. Donc, ça, je tenais à préciser ça. Oui. Donc, entre guillemets, donc, ça veut dire aussi, voilà. C'est vrai que. C'est quelle année? C'est en 2019. Ok. Mais 500 francs de Belgique. Non, le médecin du même Belgique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un facteur qui pousse souvent les ONG qui interviennent au Mali. Si tu as un projet de santé sur lequel tu dois acheter des médicaments, la plupart des ONG achètent des médicaments à l'international. Donc, ça c'est un point. Ça, c'est un détail très intéressant. Voilà. Très, très intéressant. Donc, ça veut dire qu'au Mali, nous, on ne peut pas dire qu'on a des médicaments de qualité. De qualité, non. Aujourd'hui, là, je comprends maintenant pourquoi certains Français, en venant, amènent leurs médicaments. Il y a ce problème-là. Oui. Donc, pour revenir un peu dans le bon, souvent aussi, j'ai assisté à beaucoup de du non-respect du chemin. Par rapport au non-respect du chemin. Mais ce qui vient en plus dans le débat, c'est lié au coût. Les coûts. Le prix d'achat. Oui. Par exemple, le prix d'achat suivant le schéma de retraite d'approvisionnement et le prix d'achat suivant le cycle parallèle. Donc maintenant, c'est voir comment rendre le prix compétitif suivant le schéma normal d'approvisionnement avec le cycle parallèle. Donc, il y a aussi ça, c'est un point qui est essentiel. Aussi pour dire que, suivant la perception de la population par rapport à la qualité du médicament, c'est un facteur essentiel pour la préparation du structure de santé. Par exemple, j'ai fait plus de 2 ans au niveau du district sanitaire de Caille. Oui. Là-bas, il y a environ 2 structures à vocation communautaire qui délivrent le palais minimum d'activité, mais qui ne sont pas nécessaires. Mais au niveau de cette structure-là, jamais tu ne verras pas les médicaments en décès. C'est les médicaments de spécialité. Et ce sont les structures qui sont assez autonomes. Tu vas trouver peut-être que la structure est tenue par des médecins. Donc, financé par la communauté. Il y a même une structure, là-bas, le dépôt des médicaments, c'est une pharmacie en tant que telle. Quand tu rentres, tu vas trouver que au bout de la structure de santé, une pharmacie, et c'est une pharmacie qui gère le dépôt. Donc, même les structures qui sont très bien organisées, tellement fréquentées, tu comprends également que la perception de la population par rapport à la qualité du médicament, ça compte. Donc, moi, je crois que... Le nom de ces structures, comment on les appelle? Il y a l'aire de santé. Maintenant, ils ont créé des aires de santé pour la problème de SSP. Donc, le centre de santé de santé, il va être comme l'autre là, c'est l'aire de santé de Yamiga, sur la route de Bamako-Kaï. Quand tu dépasses ces gars-là, voilà, c'est sur les zones.
Ces statuts sont secondaires. Ce ne sont pas des sessions. Mais ils délivrent le fameux minimum d'activité. Et c'est l'État qui les rédige. C'est l'État qui les subventionne. C'est l'État qui les sécurise. Non, l'État n'intervient pas. C'est la communauté. Mais comme ils évoluent dans une ère de santé, donc le système les autorise à délivrer le fameux minimum d'activité. C'est-à-dire qu'ils font la vaccination, voilà, ils font tout ce que les systèmes. Mais ils sont étonnants dans la gestion de leurs médicaments. Merci beaucoup pour la contribution. C'est un très bon sujet de ma sœur. Voir les thèses. Hein. Voilà, on peut s'intéresser à ça, la question de qualité des médicaments. Mais généralement, vous, dans votre méthodologie, vous êtes beaucoup plus habitué au quantitatif. C'est ça, non? Les tableaux. Mais moi, je crois que quand vous faites santé publique, il faut associer les qualitatifs. Voilà. Parce que vous êtes, c'est vrai, à l'école de médecine, c'est exclusivement les quanti. Voilà. Maintenant, vous êtes en santé publique, parce que vous pouvez avoir une consultation où on va vous demander de faire une évaluation semi-qualitative de tel ou de tel, ou une évaluation exclusivement qualitative. Maintenant, si vous n'avez pas une idée, il faut ajouter les discours au tableau. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais initier peut-être 2 séances d'observation en sociologie de la santé. Je vais voir le directeur par rapport à ça, si c'est possible. On va, en 2 heures de temps, on observe. Chacun fait un rapport, on vient, on expose l'observation. Parce que vous êtes médecin et on va parler des questions méthodologiques. Quand vous êtes du domaine, difficilement vous ne pouvez pas vous observer, sauf si vous maîtrisez bien l'épistémologie. Il est difficile d'être du corps et de s'observer. Mais scientifiquement, c'est bien faisable. Si vous avez, au plan épistémologique, c'est bien faisable. Voilà. Donc, on va, en 2 heures de temps, on va voir de l'accueil à la consultation. Là, maintenant, on va en sociologue cette fois-ci. Oui, en sociologue. Non, pas en médecin. On va en sociologue. De l'accueil à la consultation. Et vous allez décrire tout ce que vous voyez. Et on va donner un sens à tout après. C'est ça l'enquête sociologique. Tout ce qu'on voit, même la façon de se saluer, même quand vous regardez l'accueil, comment c'est organisé. On va essayer de donner un sens à tout ça, de l'accueil jusqu'à la consultation. En 2 heures de temps, les peu des malades qu'on aura vu, c'est-à-dire leurs relations avec le médecin-chef ou leurs relations avec. On va essayer de faire, chacun va faire un petit rapport, même si c'est 1 page, et on va essayer de donner un sens à tous les gestes. Voilà. Donc, moi, je voulais faire ça. Si on fait 2 séances dans ça, et en tant que spécialiste en santé publique, vous pouvez ajouter à votre méthode l'observation. Parce que des fois, il y a des données qu'on ne peut pas avoir. Quelqu'un dit, bon, chez moi, dans ma structure ici, il n'y a pas de vol. Mais vous partez, vous faites uniquement des tableaux. Les tableaux là parlent moins, en réalité. Mais il va dire, chez moi, il n'y a pas de vol. Mais vous vous asseyez, vous observez, vous allez constater que c'est lui le premier voleur. C'est-à-dire, l'observation permet de voir l'écart qui existe entre ce que vous faites et ce que vous dites. Le Malien, c'est un être complexe. Hein? C'est lui qui dit ce qu'il ne fait pas et dit ce qu'il ne... Il fait ce qu'il ne dit pas et dit ce qu'il ne fait pas. On est très complexe. Voilà. Donc, moi, je voudrais vraiment ajouter à ça. J'ai lu, on m'a envoyé un mémoire la semaine passée, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'est quasiment le quantitatif. Or, en santé publique aujourd'hui, je crois qu'il faut marcher avec le qualitatif. Les 2 combinés. Quand vous maîtrisez les 2,
ça va être une très bonne chose. Parce que vous pouvez être des consultants. Et en consultation, il n'y a pas que les quantitatifs. Il y a aussi les qualitatifs. Il y a même des études exclusivement qualitatives. Donc, pour la qualité, il y a les guides d'entretien, comment faire les entretiens et comment observer. Surtout en sociologie, comment observer. Et nous on le dit, hein, si vous n'êtes pas bien un spécialiste, tu viens, tu t'assois, tu observes, à peine tu écris une ligne. Mais quand moi je vais à l'observation, quand je vais vous observer, je peux écrire des pages. J'étais à plus de 100 pages saisies quand j'étais en train d'observer. Oui, rien qu'à partir de l'observation. J'étais à 100 pages, la thèse là, j'étais à 100 pages d'observation. Même aujourd'hui, je suis en train de puiser dans ça pour faire des articles. Tellement que j'ai observé, je suis en train de puiser, la thèse est finie, le reste des données est là, je suis en train de puiser dans ça encore pour faire des articles. Oui. Juste une question par curiosité. Oui. Avec quel logiciel vous analysez les données qualitatives? Bon, et avec des outils. Oui, au fait, les données qualitatives, il y a des logiciels appropriés pour ça, mais ces logiciels, étant ce qu'ils sont, ça ne donne pas le résultat escompté. Moi, je préfère l'analyse des données qualitatives de façon manuelle, où on peut faire une confrontation des discours. Le directeur a dit comme ça, le Platon, pourtant, a dit cette autre chose. Et vous faites la confrontation. Voilà. Mais quand vous mettez dans les logiciels de traitement qualitatif des données, ça vous donne des choses. Mais ce n'est pas aussi que ça. La machine étant ce qu'elle est. Mais quand c'est les quantitatifs, c'est très bien. Voilà. Mais les qualitatifs, je préfère vraiment un traitement. Toutes les consultations que moi j'ai eu à faire. La triangulation. Oui, la triangulation. Parce que la triangulation existe aussi au niveau des discours. Voilà. Ça existe bien au niveau des tableaux qu'au niveau des discours. Il faut trianguler. Voilà. Et chez vous, par exemple, quand vous faites vos tableaux, je vois des commentaires simples, souvent squelettiques, mais il faut aller au-delà des chiffres. Parce que les chiffres parlent moins. Il faut pénétrer la personnalité des individus. Les chiffres parlent moins. Quand vous voyez, quand on dit sur 100 personnes, 60 personnes se sont prononcées, on dit oui pour l'excision. Vous devez aller au-delà de ça. Vous intégrez des discours, vous allez voir quelles sont les raisons qui font effectivement que ces 60 personnes ont dit oui à l'excision. Mais si c'est un tableau, vous faites un simple commentaire. Vous dites, voilà, sur 100 personnes, il y a 60 personnes, soit 60% sont pour, on dit oui à l'excision. 40 personnes sont contre l'excision et puis c'est fini. Mais quand vous avez les discours, vous allez comprendre la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont pour et qu'est-ce qui fait qu'ils sont contre. Et on peut mettre ça en bas du tableau sous forme de guillemets et on analyse également ces discours. Voilà. Et quand il y a l'observation, quand vous ajoutez l'observation, c'est l'écart entre les faits et les dires. Souvent, il y a des choses qui sont dites et quelqu'un peut vous mentir, mais quand vous observez, vous allez vous rendre compte qu'il a effectivement menti. Mais quand vous l'interrogez, vous n'allez jamais vous rendre compte de cette réalité. C'est pourquoi l'observation est vraiment très, très capitale. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir un moment. En ligne. Ah oui, oui. Je suis à vous. Ok, merci bien, professeur. C'est Dr Kalossi Issa. Docteur Issa Kalossi. Ok, enchanté.
Je suis au niveau du Malaria Research and Training Center. Ok. Je voudrais appuyer le point de... Oui, je suis à Khalifa-Bougou. Ok, d'accord. Oui. Merci bien. Je voudrais appuyer le point de Dr Traoré concernant l'estimation de la population. Oui. La question de l'estimation. Voilà. Oui, allez-y. Au cours de ma rédaction de thèse, là, on avait voulu faire une évaluation sur la couverture de la CPS au niveau du cercle de Kati. Comme dans notre étude, comme vous savez, nous avons un certain nombre de volontaires pour lesquels nous connaissons uniquement, que nous avons des informations. Maintenant, on voudrait se faire une idée par rapport à la couverture générale. Et on est parti au niveau du CCRF de Kati pour un peu voir les données de la couverture des CPS. Oui, vous pouvez parler un peu fort. Ah, ok. Maintenant, il s'est avéré que le nombre... C'est bon? Oui. Maintenant, voilà. Mais il s'est avéré que le nombre de personnes qui recevaient les CPS dans les sectes de Kati, le nombre d'enfants qui avaient reçu les CPS était supérieur au nombre d'enfants qui étaient sur les registres. Souvent même, on s'est trouvé avec des rapports de plus de 120% de couverture. Donc, si je comprends bien, la question de la production des chiffres pose problème. Très bien. Oui, et là, ça peut même faire l'objet d'une étude aussi. La production des chiffres, effectivement, j'ai toujours décrit ça. Justement, c'est ça. On voit qu'ils ont, ils ont vraiment des chiffres, comment dire, sous-estimés du nombre de populations. Oui, et souvent des chiffres sont faits pour faire plaisir aux bailleurs, c'est ça? Exactement. Voilà, il y a tout ça au Mali. Souvent, on est obligé de gonfler certains chiffres pour faire plaisir à celui qui nous finance. Voilà, souvent tu verras qu'ils ont un nombre. Maintenant, si tu essaies de calculer les pourcentages, vous allez voir qu'ils sont à 110%, 120% souvent. Ah, là, il y a problème. Oui. Donc, c'est vraiment les points que je voudrais souligner. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la contribution. C'est intéressant. On peut même consacrer toute une étude sur ça. La production des chiffres au Mali. C'est quelqu'un qui est de l'économie de la santé, par exemple. Oui. Merci beaucoup. Allez, merci. Juste pour dire... Oui. Il y a quelqu'un qui veut réagir? Oui. C'est moi qui voulais, à l'époque, parler de l'interaction pour comment on appelle, les produits par terre et sa complexité, comme vous avez dit, des Maliens. Oui. En fait, lorsque on faisait l'implémentation des CTA dans le cadre de la lutte contre le paludisme, avec les relais et la communauté, on avait commencé à voir comment réduire l'approvisionnement du marché noir en chloroquine. Donc, étant donné que les CTA étaient disponibles dans les districts où nous intervenons, donc cela est donné au moment des traitements avec les tests de TDR. Bon, maintenant, ces relais qui sont censés nous aider. Nous partons de la foire en foire pour voir l'ensemble des réseaux de pharmacies par terre. Mais à notre grande surprise, il y a des foires où nous ne sommes même pas arrivés et les détenteurs de pharmacies par terre nous connaissent déjà. Ah, ok. Il y a quelqu'un, ils ont des indicateurs, quoi. Voilà, donc quand on arrive, ils disent non, patron,
bon, ate ambolo de anya ko feni black Angoni, depuis Aya et bon, maintenant, nous, on s'asseye avec eux, on cause. Et les gens vont venir demander la chose. Et ça, ils risquent de faire comme si le dealer, il va sortir avec sa cigarette. Ah, docteur, qui pas anti-cigarette. Donc, ils vont aller de l'autre côté. Il y avait même des chloroquines de 250 mg, des dosages qui ne sont même pas dans les structures conventionnelles. Donc, c'est vous dire des dosages hors convention même. Oui, bah, en tout cas, ça ne peut pas respecter la posologie du centre pour ce qu'on prescrit. Donc, c'est juste dire une fois de plus comment est-ce que de façon sociologie, là, si on regarde un peu l'observation et la perception de la communauté, ils sont pour nous, mais ils disent que c'est trop cher au niveau de nos structures. Et du coup, on a amené tous les soins de palu gratuits, c'est ces cibles vulnérables qui sont les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 13 ans, parce qu'il y a MRTC qui était dans la zone d'intervention qui faisait une inclusion jusqu'à 13 ans. Donc, d'où on a quitté de 5 ans jusqu'à 13 ans pour essayer de remédier à cette implémentation des CTA pour la chloroquine. Ah, donc, chez vous, ce n'est plus seulement 5 ans. Non, c'est parce que il y a, comme j'ai un collègue qui a parlé, je pense que c'est le docteur Colossi qui parlait de MRTC. Donc, il y a MRTC à l'époque faisait ses inclusions jusqu'à 13 ans, les enfants, de gratuité. Ah, des palus et les études sur l'hémoglobine C. Donc maintenant, nous, pour être en conformité, on est obligé aussi de ramener notre cible jusqu'à 13 ans pour qu'il n'y ait pas de discrimination dans les mêmes domaines d'intervention. Oui, mais est-ce que ça, c'est ce que les textes disent? Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est pour ok, dans les temps, hein? Voilà, c'est juste depuis les 2005-2007. Avant même que l'État ne prenne en main, avant l'État ne promulgue ça en 2007-2008. En 2007, oui. C'est la phase d'implémentation. Ok, je vois. Voilà, c'était une caricature de la phase d'implémentation pour montrer de façon sociologique comment il y a une connivence entre les marchés noirs, les conventionnels et ceux-là qui sont censés nous aider à lutter contre ces principes. Absolument. C'est vraiment, il y a une relation étroite, quoi. Il y a une relation entre ceux-là qui doivent mener les sanctions, c'est eux-mêmes qui font ces pratiques. Professeur? C'est fini? Vous avez terminé? Oui, merci. Voilà, merci pour la contribution. Professeur? Merci bien. Oui? Je peux avoir la parole? Oui, allez-y, la dernière intervention. La dernière. Oui. Donc, merci bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Dr Hervé Dambélé, CAI. CAI, enchanté. Oui. Ok. Donc, bon, j'ai un peu écouté, j'aimerais réagir un peu par rapport à l'intervention de madame, de ma camarade. C'est pas madame, c'est monsieur Togo. Excusez. Ok. Voilà, moi j'ai oublié, il devait commencer par la présentation, j'avais oublié. Je m'étais présenté, c'est ma 3e intervention. Oui, passez avec. D'accord, je vois maintenant. Voilà, c'est la voix qui m'entend. Donc c'est monsieur Togo. Oui, monsieur Togo. Okay. Allez-y. Voilà. Donc, moi, en analysant à peu près tout ce qui a été dit par rapport à tous ces problèmes des médicaments, moi chaque année, j'ai l'occasion de participer à la réunion de
de la lutte contre la vente illicite des médicaments ici. Illicite. La réunion, oui, oui. La vente contre la vente illicite des médicaments, oui. Oui, mais la réunion, mais c'est j'ai toujours observé, et il y a tout le monde qui est là, hein. Franchement, toutes les sensibilités qui sont là, hein. Il y a le niveau communautaire, il y a la douane, il y a tout le monde. Il y a les brigades d'intervention. Tout le monde est là, mais en réalité, d'abord, on sent qu'il y a une insuffisance de législation. Oui, les textes. Hein. Voilà, les textes révèlent qu'il n'y a aucun texte qui peut punir réellement les choses. Ok, par rapport à la lutte. Hein. Voilà, oui, oui. Pas de textes. Pas de textes implicites vraiment pour punir cette situation. Qui peut aboutir à des sanctions, quoi. Voilà. Donc, comme vous voyez que les médicaments font partie des moyens les plus rémunérés aujourd'hui pour gagner de l'argent. Absolument. Et de 200 francs, un test, on passe à 2000. Voilà. Donc, de ce fait, on voit quand même que beaucoup de gens sont dans les coups. Et comme ceux qui doivent, en voyant même les analyses, madame l'a dit, les gens qui doivent adopter, ils sont plus dans le coup. Que ce soit les pharmaciens, même l'État, les grandes structures de l'État qui doivent réglementer. Sont dans le coup. Absolument. S'enrichir là-dessus. Oui, oui. Sinon, moi, en réagissant au truc de Togo, dis donc, moi je dis, quand je vois un petit vendeur de médicaments par terre, moi je ne l'en veux pas. Parce que c'est pas là-bas qu'il faut commencer la lutte. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas là-bas qu'il faut commencer la lutte. La lutte doit avoir beaucoup d'approches. Et l'approche communautaire et même au niveau du gouvernement. Quelqu'un a évoqué la douane. Quand les médicaments illicites ne rentrent pas, ça ne sera pas vendu aux populations. Non, c'est clair. Donc, depuis là-bas, les bas blessent. Depuis là-bas, les bas blessent. Donc, on ne peut pas... Moi, je pense que l'approche, même les ONG qui essaient de lutter contre, leurs approches ne sont pas bonnes. Parce qu'on ne peut pas traiter les symptômes et laisser la cause. Oui, c'est clair. Quand il y a un abcès, il faut crever l'aspect, sinon le puits ne sort pas. Oui. Il faut empêcher l'entrée de ces produits. Il faut renforcer les Mais qui va malheureusement, le système est défaillant à ce niveau parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Le gars de la brigade nous disait, tu attrapes un gros camion, des gros camions de médicaments, mais c'est le soir tu es appelé du haut niveau pour te dire de les laisser. Oui. Donc, comment on peut faire quand l'État est fait? Moi, j'ai pu voir de mes yeux celui qui est le propriétaire du marché noir de Sabalibougou. Oui. Il a une voiture de près de 40 millions. Oui. Et partout, c'est comme ça, dans toutes les villes. Ça corrobore un peu ce que vous dites. Donc, merci. Voilà, merci pour la contribution. Merci. Voilà. Donc, je crois que est l'heure. Voilà, on va arrêter pour le jour. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Je ne vois pas là. Je vais éjecter ma clé là. Je ne vois pas.
Ici, en bas, ça. Là où il y a la date. Oui, en bas. Ah, ok. Ici? Non. Ah, ici. Non, ça ne sort pas. Ah, oui. Ça sonne. Ah. Je dois mettre mon nom. Ah. Dans la...